Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à la librairie Lamartine pour notre nouvelle rencontre. Alors, on s'est demandé comment on allait pouvoir fêter ensemble cette soirée qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et on s'est dit, c'est simple, en fait, on va prendre un des grands auteurs de cette librairie, un des auteurs piliers de la librairie Lamartine, qui est aussi bien un coup de cœur récurrent, régulier de l'ensemble de l'équipe, mais aussi un des grands coups de cœur, voire un plébiscite de notre public. Je veux bien évidemment parler de monsieur Jean-Christophe Rueckheim de l'Académie française. Bonsoir Jean-Christophe, merci d'être venu. Bonsoir, alors, je me trompe toujours, je l'appelle Sébastien, il faut s'y faire, mais bonsoir Stanislas. Voilà. Merci. Alors, Jean-Christophe vient à l'occasion de l'apparition de son nouveau livre, le formidable D'or et de jungle, aux non moins formidables éditions Calman Levy. Alors, première parution aux éditions Calman Levy. C'est, si je ne m'abuse, le 29e livre, peut-être le 30e, avec les essais, je m'embrouille un petit peu par rapport à ça. Alors, Jean-Christophe Rueckheim, on le connaît pour ses grands romans historiques. On ne va pas rappeler toute la liste, mais bon, il y a notamment le Goncourt, effectivement. Il faut rappeler que le Goncourt de Jean-Christophe est le plus vendu de l'histoire, à l'exception de L'amant de Marguerite Duras, et L'amant qui triche un petit peu, parce que d'abord il est sorti quand même beaucoup plus tôt que Rouge possible, et qu'en plus de ça, il n'est jamais sorti en poche, donc c'est plus facile. Donc voilà, donc grand roman historique. Moi j'avais adoré notamment le Zibeline qui nous avait embarqué avec ce roi de Madagascar. On a eu des grands romans policiers, on a des romans d'aventure, on a des comédies, le merveilleux Les mariages de Ludmilla, moi ce qui m'avait... c'est d'ailleurs à cette occasion que vous étiez venu. On a eu des récits de voyage. Cette fois-ci, on a un grand roman d'aventure qui se cache derrière ce titre un peu conradien de Thor et de Jungle. Et il y a en même temps quelque chose d'extrêmement moderne dans ce roman d'aventure, un roman d'aventure, on va dire un petit peu 2.0, ce qu'on va essayer de vous expliquer tous ensemble. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les grands auteurs, vous faites partie de ce très rare où on ne sait jamais ce que vous allez faire. C'est vrai. Est-ce que cette diversité, c'est quelque chose que vous cultivez en fait? Alors d'abord, bonsoir à tous et merci pour votre présence, votre fidélité, ça me touche beaucoup. Pendant la pandémie, on était très malheureux, les auteurs finalement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait un métier qui n'était pas exactement celui qu'on voulait faire, puisqu'on était seul, alors que le métier d'auteur, c'est un métier dans lequel on s'adresse à quelqu'un. Voilà. Et quand on ne voyait plus nos lecteurs, on était très triste. Donc je suis très heureux de les retrouver, et en particulier évidemment ici, et pour présenter ce livre. Moi j'avais à l'origine un autre métier, puisque j'ai étudié la médecine. J'ai commencé ma scolarité dans le lycée qui est de l'autre côté de la rue, mais comme ils m'ont mis à la porte, évidemment je n'ai pas continué là. Mais j'ai après fait des études de médecine, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'apprendre ce métier très jeune, et d'être donc très tôt en contact frontal, je dirais, avec la souffrance, avec la maladie, avec la mort, avec la tragédie humaine. Et quand j'ai décidé d'écrire, c'est-à-dire que ce qui était au début une activité tout à fait intime, personnelle, et dont je pensais jamais qu'elle deviendrait mon métier, c'était pour retrouver une forme de bonheur que je n'avais pas forcément dans la vie concrète de mon métier d'origine. Donc j'ai choisi toujours des voies qui m'enthousiasment, c'est-à-dire des héros solaires, des lieux qui m'ouvrent sur le monde, une forme d'optimisme aussi, peut-être, qui m'avait manqué aussi. Voilà, donc j'ai mis en fait le contraire. Et évidemment, parmi les bonheurs que réserve cette activité littéraire, il y a celui de changer, c'est-à-dire celui d'explorer des sujets nouveaux, des voies nouvelles. C'est à la fois ce qui donne le plaisir de l'écriture, et puis peut-être une sorte de privilège presque démiurgique, parce que l'auteur a ce privilège de pouvoir vivre plusieurs vies. Et j'avais évidemment toujours envie de ça, comme nous tous, de prolonger sa vie dans d'autres vies. Et c'est pour ça que
je ne peux pas me cantonner à répéter toujours le même livre. Et j'essaie à chaque fois de trouver, mais ce n'est pas un effort d'ailleurs, ça vient comme ça, des lieux nouveaux, ce qui fait qu'évidemment, c'est tout à fait au détriment de ma carrière, parce que je pense que pour arriver à, par exemple, avoir le prix Nobel, il faut raconter toujours la même chose, et de préférence, pas grand-chose d'ailleurs, en fait. Mais il faut tracer son sillon. Et moi, le sillon, c'est vraiment pas... J'ai déraillé, si j'ose dire, parce que j'étais sur un rail professionnel très évident quand j'étais jeune. J'ai quitté cette carrière médicale à laquelle j'étais finalement promu, destiné, en fait. Et à partir de là, ce qui s'offre, c'est la liberté. Alors cette liberté se traduit avec ce nouveau roman qui effectivement nous emmène de nos jours dans une situation qui va nous décrire une situation assez bon, voilà, on se fait un petit peu peur, surtout qu'on se dit qu'effectivement ça peut arriver, et pas dans 6 mois, ça peut arriver demain. Donc forcément, on ne sort pas totalement rassuré à la lecture de ce livre. Et un livre qui va mélanger différents thèmes. On va commencer en découvrant un certain monsieur Ronald. Monsieur Ronald est un monsieur un petit peu étrange qui dirige une agence qui s'appelle l'Agence, déjà c'est un petit peu louche, et qui rencontre son ami d'enfance, Marvin qui est devenu un roi de la tech. Mais alors, il y a vraiment un des grands pontes de la tech d'aujourd'hui. Leur rencontre, sous l'égide de Ronald, va amener une discussion autour des pouvoirs de la technologie, des pouvoirs tout simplement que cet homme a entre les mains, et Ronald va lui proposer de démultiplier ce pouvoir au travers d'une sombre histoire de coup d'État. Ça va lancer le livre, il va y avoir plein d'autres sujets qui vont se mélanger là-dessus. Est-ce que cette histoire de tech, est-ce que cette histoire de pouvoir et de ses limitations probables, c'est ça qui a lancé le livre en fait? D'abord, bravo d'essayer de rédiger ce bouquin, parce que c'est pas facile. Et c'est vrai que si, comme on disait pour la pub du croc qui se décarcasse, moi je me décarcasse à faire des romans, c'est justement pour éviter d'avoir à recourir à une forme de présentation abstraite des idées. C'est pas un essai, hein, c'est certainement pas un essai, c'est un roman d'aventure, comme vous l'avez dit. Parce que, au fond, moi je suis fidèle à des choses assez simples, qui ont toujours été, au fond, des boussoles pour moi, qui sont peut-être mes lectures d'enfance d'une certaine manière, sans doute aussi les vôtres. Et donc, il y a ce retour périodique à Alexandre Dumas, d'une certaine façon, cette fidélité à une forme romanesque classique, hein, qui est simple. Je n'ai jamais prétendu transformer la forme du roman. Hein. Je ne fais pas du tout de la littérature d'avant-garde, pas du tout. J'utilise le roman classique dans ce qu'il a de puissant, parce que je pense c'est un outil qui a été inventé au fil du temps et qui a gardé sa puissance. C'est-à-dire que si vous mettez cette technique du roman classique, si vous le posez sur la réalité d'aujourd'hui, ça garde une très très grande puissance à la fois de description et aussi d'entraînement du lecteur, parce que ça permet de faire entrer les lecteurs dans des mondes qui ne sont pas les leurs. Donc voilà, c'est ça qui m'inspire. Je dois dire d'ailleurs qu'en France, on a une certaine réticence à avouer ces influences finalement classiques. Si vous vous adressez aux auteurs anglo-saxons, ils vous diront sans problème que ce qui les a influencés, c'est Maupassant, c'est Dumas, hein, c'est Victor Hugo. Pour eux, il n'y a aucun complexe à utiliser ces références-là. Nous, on a un petit peu l'envie toujours de se distinguer par une recherche formelle. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Alors, Alexandre Dumas, s'il était parmi nous aujourd'hui, à quoi il s'intéresserait finalement? Alors, certainement à plein de choses, et probablement proche de nous, mais aussi à ce monde qui change, qui se transforme. Et cette idée des coups d'État, cette question des coups d'État, c'est-à-dire du changement de pouvoir, c'est un sujet
très littéraire, depuis toujours. Depuis Cicéron, on pourrait dire, la conjuration de Catilina, c'était l'histoire d'un coup d'État. Machiavel, c'est la théorie du coup d'État. Malaparte, technique du coup d'État, c'est un grand livre de technique, comme son nom l'indique, qui a valu à Malaparte beaucoup d'ennuis, notamment avec Mussolini, Hitler, etc. Donc, voilà, et c'est un sujet qui est un sujet littéraire, c'est un sujet romanesque. Mais c'est un sujet qui change toujours, qui évolue toujours. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des mécanismes constants, puis il y a aussi des nouveautés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un moment où la question du pouvoir, la question du changement de pouvoir, la question de prendre le contrôle d'un pays, etc., change complètement parce que, on en a des exemples tous les jours autour de nous, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, etc., permettent d'influencer des pays à distance. Le coup d'État classique, si vous voulez, c'était un truc, ça existe toujours d'ailleurs, il y a toujours en Afrique périodiquement et tout, c'est assez basique. Coup d'État classique, qui a été théorisé par Edvard Luttwak à la fin des années 60. Luttwak a écrit un vrai manuel. C'est le coup d'État pour les nuls. C'est le coup d'État pratique. Il y a des schémas où mettre les chars quand vous avez fait le palais présidentiel et tout. Et son livre a servi, on peut dire, de vade-mecum, avec plus ou moins de succès, parce qu'on l'a retrouvé dans les valises de plusieurs personnes qui avaient essayé de faire des coups d'État puis qui n'étaient pas arrivés. Général Oufkir, par exemple. Mais à l'époque, dans cette conception classique de Luttwak, un coup d'État, c'est quoi? C'est on prend quelques types, on donne des armes, on attaque le palais présidentiel, on attaque la radio-télévision, on prend le micro, on fait une proclamation et voilà, on dépose le calife, on se met à la place du calife, et puis c'est assez simple. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt d'aller prendre d'assaut, par exemple, la radio-télévision. D'abord parce que personne ne l'écoute, personne ne la regarde, et ensuite parce que l'information véritable, l'influence qu'on peut avoir sur un pays, passe par d'autres canaux. Et rien que ce petit exemple, parce qu'il y a bien d'autres choses qui ont changé, montre que tout ça doit être finalement reconsidéré aujourd'hui, et c'est un peu un des thèmes du livre. C'est effectivement un des thèmes du livre, parce que donc nous avons cette proposition qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Effectivement, il est très important de dire, c'est un roman d'aventure. Ce n'est pas une réflexion. Il va y avoir de la réflexion, mais c'est au prisme du roman d'aventure, un livre qui démarre dès le premier chapitre et que vous allez avoir du mal à lâcher avant la fin, d'autant plus qu'il y a quand même, sans dévoiler quoi que ce soit, il y a quand même 2-3 rebondissements bien féroces qui vont encore accélérer le rythme. Mais au travers de ça, forcément, on va évoquer tout ce qu'on vient d'évoquer et bien d'autres choses. Parce qu'en fait, quand on a cette proposition de coup d'État, c'est une proposition simple, c'est je vais te donner à toi, mon ancien ami, c'était des amis donc d'école, et je vais te donner à toi plus de pouvoir. Aujourd'hui, ma vision des choses, celle de Ronald, c'est de dire la tech, vous êtes pas au max, mais bon, aujourd'hui, ce dans quoi vous vous lancez, on évoque effectivement tous les jours, mais l'histoire des puces, l'histoire de la santé, l'histoire de Mars, tout ça va forcément rencontrer une limite qui ne sera pas une limite financière, mais une limite étatique. Et moi, je te propose une solution pour cette limite étatique. Alors, ce qui frappe dès l'ouverture, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans le livre, on y reviendra sans doute après, mais bon, le gars de la tech a beau être super, le milliardaire, moi, il prend un peu cher. Hein. On a fait l'ouverture du livre sur, bon, il est quand même pas finaux en fait. Non, mais alors, ça c'est aussi quelque chose de très intéressant quand on passe du stade de l'idée à l'incarnation des personnages. C'est très intéressant de voir que aujourd'hui, ces industries nouvelles, finalement, sont très très différentes de ce qu'était le capitalisme industriel classique. Les grandes fortunes du fin du 19e ou début du 20e siècle s'étaient construites dans ce qu'on appellerait l'économie réelle, de façon progressive, avec voilà, des Rockefeller, des gens comme ça qui avaient une histoire très différente. Là, aujourd'hui, les gens qui ont les positions les positions dominantes dans ce domaine sont
des ingénieurs. C'est ça qui est intéressant. Dans les industries classiques, ce n'étaient pas les ingénieurs qui étaient propriétaires. Là, ce sont des gens qui ont commencé dans leur garage. C'est des ados. Quand vous allez à Los Angeles, vous pouvez visiter le garage, le fameux garage. C'est devenu un monument historique. Ils n'en ont pas beaucoup aux États-Unis, donc c'est un monument historique. Le garage où a été découvert, enfin mis au point, Google, avec 2 ados. Alors, on imagine bien les deux gars, Larry Page et j'ai oublié le nom du deuxième, les ados avec des boutons, les parents qui leur disent venez bouffer, ça va être froid, etc., qui bricolent leur truc, ils trouvent quelque chose et ils deviennent multimilliardaires. Mais à une vitesse absolument extraordinaire et sans avoir, j'allais dire, rien fait. Mais non, ils ont inventé quelque chose, mais ça n'est pas leur prospérité n'est pas le fruit d'une stratégie industrielle, c'est vraiment les algorithmes, etc., qu'ils ont mis au point. Et il y a un bon essai de Giuliano da Empoli qui a écrit L'image du Kremlin, qui a écrit un essai sur ce sujet, je vous recommande, qui s'appelait Les ingénieurs du chaos, où il décrit bien ces personnages. Ce sont des personnages, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont aujourd'hui parmi ces gens les plus riches au fond dans le monde, mais qui sont restés des ados. Vous voyez Zuckerberg qui fait de la musculation, bon, c'est très bien la musculation, hein, mais je veux dire, il provoque les autres en se battre, enfin des trucs, voilà. Ce sont des ados. Et alors, ils aiment les idées simples. Parce que, c'est ce que Empoli montre bien, ce sont des gens qui ont une très grande technicité dans ce qu'ils savent faire, mais une inculture absolument abyssale dans tout le reste, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, tout ça, ils ne connaissent absolument rien. Donc, ce qui les excite, ce sont, comme tous les ados, c'est les grandes idées. C'est allonger la vie, on va supprimer la mort. C'est con la mort quand même, qu'est-ce que ça fait? C'est que ce truc, la mort. On va allonger la vie. On va prolonger le cerveau, on va mettre le cerveau en connexion avec la machine. Ah, ça nous excite. L'humanité, finalement, sur Terre, ça va pas trop, il y a pollution, les machins. On va aller la reporter sur Mars. Tout le truc d'Elon Musk avec Mars, c'est pas aller sur Mars, envoyer des sondes sur Mars. Non, c'est l'idée des pères fondateurs, c'est l'idée des Pilgrim's Fathers, vous savez, qui sont venus au début du XVIIe siècle d'Europe, et qui sont venus sur ce qu'ils considéraient une table rase pour faire une nouvelle société. Ben, on va faire ça sur Mars. Alors c'est des idées d'ados. Sauf que ces ados-là, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de le faire. Et ce qui est intéressant, et c'est là où il y a quelque chose qui se noue, si vous voulez, et là on est un petit peu loin du livre, mais c'est ce qui est en arrière-plan de tout ça, c'est que, au fond, évidemment, quand vous avez ces moyens et que vous touchez ces questions fondamentales sur l'être humain, sur la question du transhumanisme, sur l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, etc., vous touchez des limites. Alors au début, ils n'ont pas touché ces limites. Au début, toutes les découvertes, les applis que vous avez pour reconnaître les plantes, ne pas vous perdre dans les rues, c'est simple et ça ne met rien en cause. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à un point où leur découverte touche des points sensibles. Et il y a eu, assez récemment d'ailleurs, plusieurs points de blocage qui ne touchaient pas trop la tech, mais plutôt les questions de toutes les manipulations du vivant. Par exemple, le clonage humain. Le clonage humain est possible, il est tout à fait possible. Et il y a eu un débat. Et il a été interdit. C'est-à-dire que ce qui était possible ne l'est pas pour des raisons juridiques. Ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ces ados attardés. Ils n'aiment pas parce que ce sont des libertariens. C'est leur idéologie, c'est le libertarianisme. Et le libertarianisme, c'est l'idée selon laquelle tout ce qui est possible doit être autorisé. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et en ce moment, il y a une tension vraiment entre la puissance qu'ils développent et le cadre dans lequel ils le font. Et c'est pas virtuel, ça. Et nous, enfin, dans ma génération, on se souvient, par exemple, de la première greffe du cœur. C'était la même chose. Première greffe du cœur, c'était une sorte de répétition générale. Mise au point de la technique aux États-Unis, professeur Shumway, tout est prêt.
Mais on ne peut pas le faire parce que si le patient meurt, bien, on sera accusé d'homicide, etc. Il y a des obstacles légaux. Donc les Américains peuvent faire la première guerre du cœur, mais ils ne le font pas. Et c'est un stagiaire sud-africain, Christian Barnard, qui vient, qui fait son stage, qui apprend la technique, qui repart en Afrique du Sud, on repart au Cap, et qui le fait. Parce que là-bas, il n'y a pas de limite juridique et qui peut donc... donc, si vous voulez, on est à ce stade, et c'est un peu l'arrière-plan du livre. Mais j'ai peur que si on s'embarque là-dessus, on vous ennuie. Non, mais si vous voulez, l'idée... moi, j'aime bien faire des livres qui, d'abord, se lisent, mais c'est vraiment ça qui me guide. C'est vraiment que le lecteur entre dedans et qu'il soit confortable et qu'il tourne les pages et qu'il y ait cette tension, comme une tension électrique, si vous voulez, entre deux chapitres, qu'on soit porté vers la suite à travers des personnages et à travers des émotions. Mais en même temps, j'aime pas faire des livres gratuits. C'est-à-dire, je trouve que... Alors, les libraires non plus, hein, mais pour d'autres raisons. Mais quand je dis gratuit, ça veut dire des livres qui n'ont pas... qui n'ouvrent pas sur une réflexion et qui ne mettent pas en cause, en question des problèmes contemporains. Ce qui ne veut pas dire apporter des réponses. Apporter des réponses, ça fait de la mauvaise littérature. Si vous faites tous les livres qui prêchent une cause ou qui essaient de démontrer, ça ne fonctionne pas. C'est pas compatible. La littérature, elle est faite pour maintenir l'ambiguïté humaine et montrer la complexité des choses. Mais au moins, les questions sont posées. Et les questions sont posées à travers des personnages, c'est-à-dire à travers des émotions. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un personnage? C'est un vecteur d'émotions. C'est-à-dire que si on s'identifie à un personnage, c'est parce que à travers lui ou à travers elle, on vit quelque chose qui est inscrit dans notre sensibilité, quoi. Voilà. Et donc, ces idées, je n'ai d'intérêt pour elles que par leur incarnation. Alors, effectivement, les personnages, il y a beaucoup de personnages dans le livre, il y a plusieurs personnages principaux. Alors, on a vu Donald, il y a forcément une héroïne qui ouvre d'ailleurs dès l'introduction le livre et qui est paradoxalement, malgré son jeune âge, un peu un pont entre les deux époques de par sa famille. Oui, alors c'est une femme que j'ai fabriquée avec deux modèles, si vous voulez. Il y a une de mes amies qui est une ancienne championne de plongée et qui encadre sur des bateaux, des croisières, etc. Et c'est elle qui articule en quelque sorte le personnage, ne serait-ce que physiquement, si vous voulez. Cette passion pour la mer, cette passion pour la plongée, ce côté un peu autiste, un peu des plongeurs qui sont bien dans le silence et les poissons. Il y a ça. Et puis la deuxième femme, je me suis inspiré, c'est drôle parce que quand on a fait une petite soirée de présentation du livre, et elles étaient là, les deux, elles se sont rencontrées pour la première fois. Deuxième femme, c'est la fille de Bob Denard. Alors Bob Denard, le mercenaire Bob Denard, a eu pas mal d'enfants, on va dire un peu partout, en fait, c'est pas très bien compris, hein, mais il a notamment cette fille, Katia, qui vit à Paris, et qui m'a raconté beaucoup d'histoires sur son père. Et je trouvais intéressant de donner à ce personnage cette référence qui, à la fois, est un moteur pour elle parce que elle n'a pas connu ce grand-père, mais elle est persuadée qu'au fond, dans une famille très divisée où elle a sans doute manqué d'amour, ce grand-père est peut-être la seule personne qui l'aurait aimé. Et c'est une idée un peu délirante, mais pour elle, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on a tous un peu des références comme ça parfois, de gens qui sont derrière nous, qu'on n'a pas forcément connus ou pas bien connus, et qui pourtant nous servent un peu de modèle. Donc elle est comme ça, et quand elle va se trouver plongée dans cette aventure, elle va rencontrer des gens dont la motivation est beaucoup plus terre à terre, gagner de l'argent, prendre le pouvoir, etc. Et elle, au fond, elle n'est pas là pour tout ça, elle est là pour des idéaux peut-être plus abstraits, plus romantiques en fait, et probablement plus désespérés, parce qu'elle ne les atteindra pas, ou si elle les atteint, ce sera à son propre préjudice. Voilà. Mais j'ai trouvé intéressant cette référence à Denard, parce que
Bob Denard, c'était un personnage, enfin, une espèce de chevalier attardé dans un siècle qui n'était plus du tout celui de la chevalerie, faisant un peu n'importe quoi, conquérant un pays, les Comores, se faisant mettre à la porte, prenant des risques, etc. etc. Et il y a des anecdotes que m'a racontées qui sont assez drôles, parce que ce pauvre Denard, à la fin de sa vie, a été atteint par la maladie d'Alzheimer. Donc il se perdait chez lui. Il était, mais vraiment, sa femme devait lui préparer toutes ses affaires, etc., parce qu'il était complètement perdu. Mais les Africains continuaient de l'appeler pour lui demander des conseils pour prendre le pouvoir. Vous voyez ? Alors, sa femme disait, bon, au fond, ça l'amuse, autant le laisser faire. Alors il partait avec des gars et il complotait. Donc ils avaient passé déjeuner au café, il leur expliquait comment il fallait faire le coup d'État alors qu'il se perdait chez lui. Hein. Et puis il rentrait, sa femme disait il est content, ça lui fait du bien. Alors on n'a jamais trop su ce que ça a donné, il croit que les types sont tous morts d'ailleurs, mais voilà, et il a gardé cette espèce d'aura et évidemment quand il leur racontait ça, c'était avec l'engagement qu'il allait s'engager avec eux et prendre les armes avec eux. Vous voyez, un petit côté comme ça qui était un peu décalé de sa réalité. Et ça, j'aime beaucoup parce que, si vous voulez, quand après on raconte une histoire plus sérieuse et qu'on a comme fil conducteur un personnage comme ça, mais forcément, on est un peu décalé. On y croit et en même temps, il y a un malentendu dès le départ. Si Flora, l'héroïne du livre, se laisse entraîner dans cette histoire, c'est avec des motivations qu'au fond, elle ne partage pas avec les autres. Ce sont des motivations qui lui sont propres et qui tiennent au fond à cette espèce de rêve qu'elle continue de nourrir, d'entretenir pour quelqu'un qui lui-même était déjà un peu perdu dans son époque. Et alors là, on est à la page 12. Sur ça, et parce que forcément, bon, vous le savez sans doute, vous avez peut-être rendu malin, parce qu'il y a le coup d'État, mais il y a où est-ce qu'on le fait. Et c'est une autre des idées brillantes du livre, c'est où ça va se passer. Puisque c'est pas si simple d'ailleurs, parce qu'au moment où il y a l'idée du coup d'État, on ne sait pas, celui qui propose ce contrat ne sait pas exactement, il sait qu'il faut faire un coup d'État, mais où il n'est pas très sûr. Hein. Donc il y a une équipe, voilà, et soudain il va y avoir cette idée d'aller faire un coup d'État à Brunei. Et alors, extraordinaire, mais moi on parle de, forcément, il y a eu de la promotion sur le livre, donc on a commencé à parler de ce sultanat. Moi j'étais bien en peine de mettre un point sur une carte sur ça, et alors quand on plonge dans ce livre, on découvre ce pays qui est totalement incroyable et qui va servir forcément de cadre en majeure partie à ce grand roman d'aventure. Alors comment vous avez choisi justement ce sultanat de Brunei? D'abord, le monde malais, la Malaisie, tout ça est là aussi un domaine très littéraire. Il y a les romans de Conrad qui se passent là-bas, Somerset Maugham. C'est un monde qui a toujours nourri comme ça une certaine inspiration occidentale, mais c'est probablement parce que c'est une région, c'est la mer de Chine méridionale, c'est une sorte de Méditerranée asiatique, entre au nord, donc le monde chinois, pour faire simple, à l'ouest le monde malais, Malaisie, Sumatra, etc., à l'est les Philippines et au sud Bornéo. Et cette espèce de quadrilatère comme ça a toujours été un lieu d'échange. Hein, il y avait des échanges avec la Chine, qui sont attestés par des épaves de Londres qu'on trouve et qui sont très anciennes. Bon. C'est aussi un carrefour des Européens, parce que le colonisateur européen est très diversifié là-bas. Ce sont essentiellement les Hollandais qui avaient pris pied dans cette région, mais aussi les Anglais, les Français, les Espagnols aux Philippines, etc. Donc c'est un lieu très dense, si vous voulez, très, très riche. Et moi j'étais allé à plusieurs reprises en Malaisie, et il y a quelque chose d'assez fascinant, avec ces rencontres de peuples là-bas aussi, parce que entre Chinois, Malais, Indiens, etc., c'est les peuples de la forêt aussi, c'est très riche. Donc il y avait cette idée. Mais je voulais raconter cette histoire, puisqu'on parlait des règles classiques, si vous voulez, dans une unité de temps, d'action et de lieu. C'est-à-dire avoir un endroit
qui soit comme un petit laboratoire, si vous voulez, c'est-à-dire dans lequel on pouvait mettre en scène ces événements et que ça soit compréhensible. Parce que si vous prenez un territoire gigantesque, un pays très, très développé, etc., c'est beaucoup plus compliqué de raconter ça. Là, le sultanat de Brunei, c'est un tout petit pays, c'est grand comme un département français, avec une toute petite population, ils sont 300 000 à 400 000, et très riche. Alors, très riche du pétrole et du gaz qu'ils avaient en abondance. Moi, j'ai rencontré le sultan quand j'étais ambassadeur au Sénégal. Il était venu pour une conférence islamique là-bas. Je l'ai croisé. Il était à l'époque l'homme le plus riche du monde. C'était l'homme le plus riche du monde. Il se baladait, on disait l'homme le plus riche du monde. Alors, c'est chic, comme il n'a pas une carte de visite avec marqué ça, mais enfin ça se voyait qu'il était, bon, pas tellement lui d'ailleurs, parce que c'était un petit homme assez modeste d'apparence, enfin en tout cas, bon, il avait une Rolls en or, mais à part ça, pas une Rolex, une Rolls. Hein. Et voilà, donc il y avait cette dimension, ça fait un peu rêver aussi, mais au fond, aujourd'hui, il n'est plus l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde, justement, ce sont ces patrons de la tech dont on parlait tout à l'heure. Alors ça dépend des années, des classements, Jeff Bezos, Elon Musk, on ne sait pas trop. Et c'est très symptomatique de ce basculement du monde, parce que le sultan, au fond, c'était la richesse dans sa version la plus classique, c'est-à-dire l'industrie extractive, le pétrole, etc. Et les nouvelles technologies s'y sont substituées. Donc c'est un changement complet. Et ce pays, si vous voulez, il a une caractéristique, c'est qu'il est, d'un point de vue romanesque, si vous voulez, il est formidable. Parce que d'abord, c'est le choc, d'où le titre d'ailleurs, de la jungle, c'est-à-dire c'est une jungle, c'est la jungle de Bornéo. Bornéo, c'est une très très grande île, qui fait plusieurs fois la France, couverte de jungle. Et en Malaisie, ils ont beaucoup coupé pour mettre des palmiers à huile et tout, mais à Brunei, comme ils ont du pétrole, ils n'ont pas besoin de couper la jungle, au contraire, donc elle est foisonnante, elle est luxuriante. 80% du territoire, c'est la jungle. Et au milieu de cette jungle, vous avez une ville qui, elle, au contraire, est extrêmement pleine des marques de richesse, et notamment de l'or, avec les coupoles, des mosquées, etc. Mais les deux s'interpénètrent, si vous voulez. C'est-à-dire que quand je suis allé, j'avais pris un hôtel au centre-ville. Alors, j'arrive, descends d'avion, je vais au centre-ville. La nuit, c'était la nuit. Alors, j'arrive, on passe la nuit, puis j'ouvre les rideaux, voilà la jungle. On dit, pris un hôtel au centre-ville. Et bien, vous y êtes. Bon. Mais non, il y avait les singes. Donc, bon. C'est-à-dire qu'il y a cette interpénétration des deux, avec un palais central, le palais du sultan, qui fait 1700 pièces, et dans lequel, donc couvert d'or, etc., et qui stocke dans ses sous-sols plusieurs milliers de Ferrari, de Maserati, de Rolls, etc. Ce qui est doublement cocasse, parce que comme il doit y avoir 30 km de route dans le pays, si vous voulez, Ferrari, vous avez à peine le temps de passer la troisième, et puis voilà. Bon, mais c'est comme ça, il aime bien, et il n'en a jamais suffisant. Donc il y a ça. Et donc, si vous voulez, c'est un décor, on parlait d'Alexandria, c'est un décor merveilleux, parce que non seulement c'est une scène unique, mais c'est une scène, évidemment, sur laquelle il y a ces contrastes extrêmement puissants, et des communautés humaines très différentes entre les Malais, qui sont la majorité, mais péniblement, parce que cette majorité elle est perpétuellement en question, sous la poussée notamment des Chinois, qui sont très nombreux, des Indiens, des gens du sous-continent, Bangladesh ou autre, et des peuples de la forêt qui ne sont pas musulmans. Alors, même s'ils se convertissent en ce moment un peu de force. Donc, il y a ces équilibres de peuples. Voilà. Donc, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, je vais aller voir. Parce que je fais toujours ça, c'est-à-dire quand je raconte des choses sur un pays, je vais toujours voir. Et je n'ai pas été déçu du tout, parce que, si vous voulez, ce que j'y ai trouvé, c'est une sorte de poésie, d'abord, assez extraordinaire. Et tant qu'à raconter une histoire, autant qu'elle ait ce décor poétique, parce que
La jungle de Bornéo est impénétrable pratiquement, sauf par ces rivières. Les rivières qui sortent de la jungle sont pleines d'alluvions et les civilisations sont installées toujours dans l'histoire sur ces embouchures de rivières. Et au départ avec des villes qui étaient sur pilotis. Et Brunei est pour une part construite encore sur pilotis. Il y a des quartiers entiers sur pilotis avec des pêcheurs qui ont leur barque dessous. Et puis ce qu'ils ont construit sur les bords, donc gagné sur la jungle, dans la jungle, c'est ces palais d'or dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a toujours aussi cette dimension traditionnelle. Donc je suis allé et je pense que c'est le seul moyen aussi de parler d'un pays sans dire trop de bêtises, parce que on se rend compte que vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur un pays, dans les guides, dans les articles, etc. Ça ne sera jamais exactement comme ça quand vous arrivez. Jamais. C'est-à-dire que Brunei, on vous dit par exemple, c'est la charia intégrale. Bon, charia intégrale. Ah, alors, je suis allé avec ma compagne, donc elle a pris un foulard et tout. Bon, puis vous arrivez et vous voyez que dans la rue, il y a des femmes qui ne sont pas forcément voilées. Alors on se renseigne. On dit il faut se voiler, il ne faut pas se voiler. Alors on vous dit, les blondes, oui. Ah, c'est sûr. Alors les brunes, non, parce qu'il y a des Chinoises, beaucoup de Chinoises, et les Chinoises ne sont pas bouddhistes, ne sont pas musulmanes, donc pas de raison de se voiler. Ma compagne est rousse. Alors, problème, vous voyez ce que je veux dire, on ne savait pas trop. Alors finalement, elle est tombée, si j'ose dire, du côté des brunes. Voilà. On s'est échappé. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que vous avez l'affichage extérieur, charia intégrale, et puis quand vous descendez à l'aéroport, quand vous descendez d'avion, ce que vous voyez, première chose, c'est des files de gens avec des bouteilles de whisky dans des sacs en plastique qui passent pour... Bon, voilà, c'est-à-dire que tout est à la fois affiché comme ça, dans une extrême rigueur, et en même temps, voilà. Moi, je suis allé voir l'ambassadeur, évidemment, puisque la France s'honore d'avoir un réseau diplomatique mondial. Donc, on a un ambassadeur à Brunei, qui n'est pas surchargé, hein, et qui vit, évidemment, certaines contraintes. Par exemple, cette question de l'alcool. Bon, ils peuvent évidemment pas en acheter sur place. Mais c'est pas grave, on fait 20 km, on passe en Malaisie, et puis là, vous avez des boutiques, mais avec absolument tous les vins du monde. Vous pouvez acheter de l'autre côté de la frontière. Ils ont compris, les Malaisiens. C'est simple. Donc on vient, vous remplissez votre coffre, et c'est là où les plaques diplomatiques sont utiles. C'est que vous revenez et vous avez de quoi soutenir finalement des invitations et honorer vos hôtes. Bon, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut voir que sur place. Et c'est très amusant parce qu'ils n'ont pratiquement pas de touristes là-bas. Ils n'ont pas besoin, c'est pas... Donc d'ailleurs le réseau d'hôtellerie est pratiquement misérable. Il y a très peu de choses. Il y a un peu de tourisme asiatique, des Thaïlandais ou des Japonais qui viennent. Mais bon, alors il y a des barques sur la rivière. Et c'est très beau parce que cette rivière comme ça, très très large, avec ses maisons sur pilotis, sillonnée par des barques, des jonques, etc. Et évidemment, s'il vous suffit de héler un batelier, puis il vient et vous pouvez monter sur la barque et puis aller, il vous emmène sur les rives, longer les rives, et au fond, c'est le meilleur moyen de découvrir le pays. Mais ce qui est amusant, c'est que ils nous ont fait le coup. Vous montez, comme ça, vous êtes dans la ville toujours, hein, puis tout d'un coup, il vous dit « Ah, un crocodile !» Alors, tout le monde sort son appareil photo, le crocodile, etc. Pas très bien, crocodile sur la berge et tout. On avance, on voit d'autres canaux, d'autres endroits, on revient, on repasse, 1 heure après, le crocodile est toujours là. Et après, on en parle. Donc, on voit des gens à l'hôtel, on dit « Ah, on a vu un crocodile. » « Ah bah oui, vous avez vu le crocodile. » « Comment ça, le crocodile ? » « Ah, il est toujours là. Il est là, c'est son boulot, il est là. Et au fond, c'est un peu une sorte d'image de ce qu'est ce pays, c'est-à-dire que ce pays, grâce à la rente pétrolière, n'a pratiquement que des fonctionnaires, des gens qui sont payés
comme le crocodile finalement, vous voyez, plus pour être que pour faire. Et quand vous regardez, au fond, l'activité, c'est les Chinois essentiellement, hein, comme souvent. Bon, mais les Malais, eux, ils sont tous fonctionnaires. Et le crocodile aussi. Et alors, le plus drôle, c'est que le crocodile, du coup, on s'est un peu renseigné, il a un compte Instagram. Un compte Instagram, vous pourrez le retrouver, avec, vous verrez les photos de ce crocodile. Il est là, au fond, c'est presque un symbole, en pleine ville, plein de villes. Hein, voilà. Et ça aussi, ça fait partie du charme, si vous voulez, de ce lieu. Et nous y étions, il ne faut pas l'oublier quand même, pour organiser un coup d'État. Hein. C'est-à-dire que quand on passait sous un pont, bon, bah, le crocodile nous intéressait, mais on regardait aussi où on mettrait les explosifs, etc. Ce qui nous étions, c'était du travail. Je le dis surtout pour mon éditeur qui est là-bas et qui pense que j'étais là-bas me balader. Non, on était là-bas pour travailler. Et on faisait du repérage. Et vous êtes sur place et vous vous posez cette question. Mais au fond, bon, c'est un petit pays, ça ne doit pas être très compliqué, mais comment je m'y prends? Comment je m'y prends pour prendre le pouvoir ici? Ben, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Et au fond, toute l'histoire du livre, c'est de suivre, pas à pas, comment ce sera possible, comment ça va se passer. Et comment finalement ce pays qui a l'air très homogène, très calme, très pacifique, très prospère, il va, uniquement par des influences comme ça extérieures, des petites touches, des trucs, éclater. Et bah, la suite, faut lire le livre. Et effectivement, on va essayer d'éviter de s'avancer plus loin dans le livre. Juste pour dire qu'il y a un autre lieu où vous êtes peut-être allé en repérage aussi, peut-être pas moins exotique, quoique, c'est Nice, qui sert de tête de pont à l'équipe, parce que on a effectivement Flora qui va partir là-bas, à Brunei. On va plonger avec elle dans cet univers incroyable. Et une des forces du livre, et non des moindres, c'est qu'on a hyper envie d'aller après voir le sultanat. Et pas seulement sur Internet. On a vraiment envie d'aller faire un saut, tellement c'est hors du commun cet endroit. Sur ça. Et de l'autre côté, l'équipe est basée donc à Nice pour essayer d'orchestrer ce fameux coup d'État. Oui, alors à Nice, là on touche un sujet sensible parce qu'il y a une coquille dont je suis totalement responsable dans le livre. Et la rivière qui passe à Nice n'est pas le Payon comme c'est écrit, mais le Paillon. Donc ça sera corrigé, c'est déjà corrigé dans les réimpressions, parce qu'à chaque fois que je rencontre des Niçois, je me fais engueuler. Et ils ajoutent, et en plus, ça n'est pas une rivière, c'est un fleuve. Voilà. Alors ça aussi c'est corrigé. Voilà. Ça aussi, c'est corrigé. Mais en effet, donc ça se passe. Oui, c'était l'idée d'avoir une articulation avec l'Europe. Mais voilà, enfin, j'ai situé des scènes toujours dans des endroits différents. Des scènes aussi en Californie. Voilà. Mais là aussi, c'est pareil, c'est le parc de Joshua Tree, que je connais bien, qui est un endroit étonnant. Si vous voulez, moi je suis très très sensible au décor, j'aime ça. J'aime bien raconter, situer les choses dans un décor. Et c'est ça qui... Enfin, au fond, c'est le décor et les personnages qui font le plaisir d'un livre en réalité. Et derrière, le reste vient en plus, si je puis dire. Mais la puissance romanesque, elle vient de ça, elle vient de la construction aussi, etc. Mais pour moi, elle est prioritaire. C'est-à-dire, je compare ça, si vous voulez, une comparaison un peu triviale, mais une moto, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut un moteur puissant. Si vous mettez trop de trucs dans les sacoches, votre moto, là, ça n'avance pas. Vous ne pourrez pas monter les côtes. Si vous mettez trop de choses abstraites dans un récit, ça n'avance pas. Il faut que le moteur romanesque soit puissant et que vous ayez envie d'avancer, de tourner les pages et de monter les côtes. Et donc, pour ça, les lieux sont essentiels et c'est eux qui donnent le charme, finalement, d'un récit. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Alors, parce qu'il y a beaucoup de monde, si vous pouvez prendre le micro. Bonsoir, monsieur Lefort. Est-ce que vous prenez des photos pour préparer vos descriptions, par exemple à Brunei? Est-ce que vous prenez beaucoup de photos ou est-ce que c'est la mémoire qui
qui fonctionne? Ou les deux? Moi, je prends peu de notes, pratiquement aucune note d'ailleurs, et quelques photos, mais j'ai des photos du crocodile si ça vous intéresse. Et, les photos, oui, c'est plus utile, mais je crois qu'en réalité, ça fonctionne pas comme ça. Je pense que vous voyez, quand j'ai écrit sur Compostelle, par exemple, j'avais fait ce voyage, ce pèlerinage, j'avais pas pris de notes, j'étais frappé de voir les pèlerins à chaque fois le soir qui grattaient, etc. Mais je trouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que la mémoire humaine n'est pas une mémoire de machine. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas de façon mécanique. Vous vous souvenez de quelque chose parce qu'il y a un affect. Parce qu'à un moment donné, vous avez été heureux, ou vous avez souffert, ou vous avez espéré, ou vous avez eu peur, etc. Et là, la mémoire accroche à ce moment-là un souvenir à cet affect. Et si vous prenez des notes toutes bêtes, comme ça, en disant bah, il pleuvait ce jour-là, j'ai mis un imperméable, machin, etc., il n'y a pas d'affect, au fond, tout ça n'a pas de sens. Et au fond, moi j'aime bien laisser la mémoire faire son office d'oubli, et puis au fond les souvenirs remontent quand ils vibrent de quelque chose de fort. Voilà. Et les photos, c'est un peu plus commode parce qu'effectivement la photo fait remonter l'affect d'une certaine façon. Donc en effet j'en prends, mais voilà, je pense que c'est plutôt faut faire confiance à ce qu'on a en soi, si vous voulez, qui revient. Oui, bonsoir monsieur. Je voudrais, pardonnez-moi, trois petites questions à vous poser. La première, c'est, vous venez de parler de vecteurs d'émotion pour vous-même, pour vos personnages. La première question, c'était quel est le fait générateur de votre inspiration qui s'adresse à de multiples sujets, à de multiples lieux, et je dirais à de multiples époques, entre Jacques Coeur et Ispan. La deuxième question porterait sur la manière dont vous écrivez. L'art d'écrire de M. Ruffin, c'est-à-dire est-ce que vous écrivez tous les jours ou en fonction pendant 2 heures, ou bien en fonction de vos envies, de votre inspiration, etc. Et la troisième question, c'est comment parvenez-vous à concilier votre talent d'exceptionnel romancier, pardonnez-moi, je ne suis pas flavorneur, je le trouve vraiment, avec une documentation, et là je parle aussi bien du Brésil, de l'Ispan, que de ce livre que je n'ai pas encore lu, mais vous allez me le dédicacer dans quelques instants. Donc, comment conciliez-vous donc votre génie du roman avec la profondeur, la variété et l'exactitude de votre érudition? Je suis écrasé sous ces sujets-là. Pardonnez-moi, merci. Je ne vois pas souvent, n'est-ce pas? Oui, mais ça me touche beaucoup, Écoutez, voilà, non, je ne mérite pas cet temps d'éloge, mais c'est vrai que j'ai commencé en disant que j'avais fait un autre métier et que, au fond, quand on me demande encore aujourd'hui quelle est ma profession, je mets toujours médecin. Ça peut paraître bizarre parce que je n'exerce plus ce métier, mais au fond, il y a une sorte de, si vous voulez, chez moi, je suis allé vers la littérature par le plaisir et pour le plaisir. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est la seule boussole en permanence qui me guide en permanence. C'est-à-dire que je raconte une histoire parce que je pense qu'elle va me rendre heureux et parce que je pense qu'elle va me donner cette espèce de supplément de vie que je vais trouver en écrivant ça. Il y a eu un petit recouvrement d'ailleurs entre mes deux carrières et j'avais repris une salle à l'hôpital de Saint-Antoine quand j'ai publié mon premier roman qui s'appelait L'Abyssin. Alors je faisais la visite le matin avec les externes, les internes, les infirmières, bon. Puis je sors, vous savez, le médecin responsable sort toujours le dernier de la chambre, le patient vous retienne, docteur, j'ai quelque chose à vous dire, voilà. Et il me disait, vous m'avez fait une ordonnance, puis ils ouvraient la table de nuit, sortaient mon livre et ils disaient, maintenant vous allez me faire une dédicace. et je me suis dit, au fond, il y a peut-être là une sorte de pont qui s'opère finalement entre le bien qu'on peut faire aux autres en les soignant d'une certaine manière et aussi
ce vers quoi on peut les entraîner et qui vous a rendu heureux et qui peut-être même leur donnera ce bonheur. Donc ça, c'est vraiment très important. Une histoire dans laquelle je m'ennuie, je le sens, ça va pas aller. Je fais fausse route, c'est pas la peine. Donc moi, j'écris très peu. En fait, j'écris 2 mois par an à peu près. Le reste du temps, je me promène. Je viens à la librairie Lamartine. Enfin, voilà. Non, mais voilà. Et je n'écris pas du tout. À la différence de certains de mes confrères. Par exemple, on avait parlé de ça un jour avec Douglas Kennedy. Je me rappelle qu'il m'avait dit, moi, qu'il pleuve, qu'il vente tous les jours 2 heures. Je faisais pareil, il m'avait dit. Voilà. Mais alors, si vous voulez, pour faire comme ils le font, il faut travailler autrement. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une phrase ou d'une idée, et puis partir un peu au fil comme ça de ces idées. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je rentre dans le livre quand il est prêt. Quand il est prêt dans ma tête, quand je sais ce que je veux raconter, quand je sais où je veux aller. Je n'ai pas forcément un plan très détaillé, parce qu'un plan trop détaillé, finalement, ça coupe l'envie d'écrire. Il faut garder un peu de jeu dans le système, mais il faut savoir où on va. Voilà. Et la documentation, c'est très simple, il faut l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut, pendant ces mois pendant lesquels je n'écris pas de livre, je lis, je me documente, je voyage, etc. Et puis, à un moment donné, il faut mettre tout ça de côté. Parce que, surtout pour les livres historiques, parce que, moi j'ai remarqué ça souvent, beaucoup d'écrivains ou de futurs écrivains, ou de gens qui veulent écrire, me disent « Ah, dans les romans historiques, il ne faut pas qu'il manque un bouton de guêtre. » C'est l'expression courante. Et moi je me dis « Mais qu'est-ce que ça doit être embêtant de lire un livre où il y a tous les boutons de guêtre ?» Parce que précisément, le costume, tout ça, c'est très intéressant, d'accord, mais ça vous éloigne du personnage, parce que quelqu'un qui est habillé de façon complètement différente de vous, vous ne pouvez pas vous identifier à lui. Et moi, j'ai résolu le problème en situant la plupart de mes livres sous les tropiques, donc on est presque tout nu, si vous voulez, et qu'on soit au XVIe siècle ou au XXIe, ça sera pareil, de toute façon. Ce qui permet de réduire au plus juste, si j'ose dire, cette part de documentation qui est utilisée pour ne pas étouffer, parce que la priorité c'est quand même l'action, c'est quand même le roman, c'est quand même le récit, et il faut garder, à mon sens, dans la documentation que ce qui donne une sorte de parfum, de couleur par touche comme ça, mais pas vouloir atteindre une exhaustivité totale. Et c'est peut-être, je ne sais pas le secret, mais en tout cas la recette que j'essaie d'appliquer à moi-même. Et qui finalement marche formidablement bien, parce qu'on adore vos livres. Merci beaucoup. Non mais ça me touche, parce que vous savez, on croit qu'on ne doit pas dire des choses gentilles aux écrivains, mais c'est pas vrai, ça leur fait très plaisir. Oui, bien, oui. Donc, d'abord, moi je partage ce qui vient d'être dit, vous êtes un écrivain absolument passionnant. Donc, comment faites-vous pour tenir vos lecteurs en haleine? J'avais déjà été tenu en haleine avec Katiba, et là encore une fois, je l'ai été, ma femme aussi. Ensuite, comment faites-vous pour trouver ces petits détails qui nous mettent carrément sur scène quand vous êtes à Los Angeles et que vous nous faites sentir l'odeur du cuir et du vétiver? Ensuite, est-ce que votre expérience politique et votre expérience de médecin ne sont pas rentrés là aussi dans ce livre pour créer cette fameuse maïeutique, puisque vous avez très bien dit que vous ne nous donnez pas des réponses, mais que vous nous posez des questions. Et moi, je m'en suis posé beaucoup grâce à votre livre. D'abord, comment peut-on, à partir de fake news, de la cyberguerre, déstabiliser un État? Et est-ce que dans un État sans bioéthique, où il n'y aurait plus d'Hervé Schneewes et de comité d'éthique, eh bien, est-ce que quelqu'un comme Elon Musk, avec sa puce électronique de Neuralink, n'aurait pas un boulevard? Bravo et merci pour tous vos livres. Merci beaucoup. C'est un complot. Toutes ces choses gentilles. Ça me touche vraiment, parce qu'en plus, vous savez, dans mon expérience d'auteur, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que
bon, on est entre nous, donc on peut dire les choses telles qu'elles sont, mais les journalistes sont très inconstants, c'est-à-dire un coup ils vous aiment, un coup ils vous aiment pas. Les libraires sont beaucoup plus fidèles, et en définitive, c'est les lecteurs qui font au fond, votre succès, c'est à eux qu'on parle. Moi, j'écris pour quelqu'un, pour vous, sans forcément vous voir individuellement chacun, mais je n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un en face de moi, et quelqu'un qui a autre chose à faire, et qu'il faut retenir. C'est le côté un peu, si vous voulez, la tension comme ça. Voilà. Et donc, quand on me le dit, c'est toujours un grand bonheur. Voilà. Et en effet, ce que vous avez mentionné sur ces détails, en fait, ils procèdent évidemment de l'observation sur place. C'est-à-dire que finalement, dans ce livre-là, par exemple, au fond, est plein de notations qui viennent de voyages que j'ai tous faits. Parfois, j'y étais déjà allé, mais que j'ai tous refait, en tout cas, juste avant de l'écrire. Je suis allé à Los Angeles. Je suis allé évidemment dans toute cette région. Il y a même un petit passage en Bulgarie pour une scène qui se passe en Bulgarie, et où j'ai pris finalement exemple sur ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que j'étais allé dans un restaurant et j'ai commandé. Alors j'ai voulu commander, il y avait une longue liste de plats en bulgare. Alors j'ai dit, je vais prendre du tzatziki. Et qu'est-ce que c'est? Alors on m'a dit, c'est viande hachée. D'accord. Bon, je vais prendre du ouzaka. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi viande hachée. J'ai dit, je vais peut-être prendre alors, du coup, je vais prendre le politiski. Ah, politiski. Très bon choix, monsieur. Très, très bon choix. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est viande hachée. Voilà. Et c'était drôle d'ailleurs parce que pour finir, ils m'ont dit, et ça je ne l'ai pas raconté dans le livre, ils m'ont dit, vous vouloir bon restaurant qui aime français, qui aime la France. J'ai dit oui. Alors, vous allez près de la gare, il y a un grand restaurant. Là, ils aiment beaucoup français. Il aime beaucoup français, le patron. Il aime beaucoup français parce que son grand-père est allé à Marseille pour assassiner l'empereur de Yougoslavie. Et même il a tué aussi le ministre des Affaires étrangères de France qui était à côté. Donc il aime beaucoup la France. Voilà. Et voilà, mais ce genre de petites choses, si vous voulez, c'est des petites histoires. Moi je suis très sensible à ça et je les mets dans mes livres et voilà, ça me... Oui, mais Toutes mes félicitations, comme tout le monde vous a dit, effectivement, je l'ai lu, je n'ai pas pu le quitter, alors donc j'allais jusqu'au bout en 48 heures, c'est terminé, et avec un bonheur fou. Deux petites choses dont vous n'avez pas parlé, mais que vous avez sûrement connues, parler un tout petit peu de Wagner, et puis de certaines choses qui existent quand même en France, dont vous en êtes inspiré aussi, je suppose, ou c'est vraiment complètement inventé? Et pourquoi en Afrique on est à ce moment-là aussi désemparé aujourd'hui quand on voit ce qui est arrivé à cette humanité? Ah oui, ouais, effectivement. Ça m'a fait Oui, bien sûr. Non, mais on aurait pu situer cette problématique, effectivement, ici. La question des influences étrangères par le biais des cyberattaques, etc., sur nos démocraties, c'est un vrai sujet. Simplement, c'est un sujet qui, d'un point de vue romanesque, était beaucoup plus difficile à manier parce que ce sont des sociétés complexes. Et donc, vous pouvez décrire, par exemple, la façon dont les Russes, très probablement, essaient d'influencer les élections américaines, etc. Mais c'est sur des scènes extrêmement vastes, avec où il n'y a plus cette unité d'action que peut donner un territoire relativement restreint et où on peut raconter une histoire. Mais vous avez raison. Les choses qui sont décrites là en petit, si je puis dire, on peut les retrouver en grand dans nos pays. Et c'est ça l'intérêt, d'ailleurs, parce qu'au fond, de vous à moi, le destin de Brunei ne vous empêche probablement pas de dormir, moi non plus. En revanche, voir que les moyens qui sont utilisés pour le déstabiliser peuvent être utilisés chez nous, ça ne nous concerne pas. C'est déjà le cas. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la dédicace.
Je vous demanderai juste si vous pouvez replier votre chaise, s'il vous plaît.